D'ailleurs, je voulais remercier Frédéric et tous les bénévoles qui m'ont invité à venir aujourd'hui. Je représente Adrien parce que Adrien ne peut pas être là, il a d'autres responsabilités, d'autres obligations sur son territoire d'élection à Lille. Donc je suis venu ici en toute amitié me voir et passer un bon moment avec vous. Ça me permet aussi de souffler avec tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Je pense que vous êtes beaucoup à suivre les débats. Parce que quand on fait les marchés, on a beaucoup qui nous disent, et vous êtes militants, qu'avant ils ne regardaient pas l'Assemblée, puis maintenant ça les empêche de dormir parce qu'ils suivent les débats jusqu'à 1h ou 2h du matin. Ah. Ils dépassent l'Assemblée nationale. Et après ils disent qu'ils sont fatigués. Voilà pourquoi ils sont toujours là. Voilà pourquoi ils sont encore d'amour. Souhaite-moi l'arrêter tout de suite. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que j'ai pas non plus énormément de choses à dire, mais c'est vous remercier en tout cas pour ce moment chaleureux passé tous ensemble et que il se passe de belles choses. Je vais essayer François Georget pour les prochaines élections européennes, municipales, régionales, départementales et bien sûr présidentielles en 2022, que la personne continue sa progression et surtout sa position centrale dans le paysage politique français. Voilà, et puis bon amusement à tous. Merci. Directement, pareillement, merci pour l'invitation. C'est amusant parce que c'était ici le dernier meeting qu'on a fait pour la présidentielle. Non, c'était pas législative, dans cette salle, pour parler des jeunes et du programme jeunesse. Donc là, j'étais invité avec François sur un autre sujet. François va nous parler de l'Europe et de la souveraineté et quelle Europe nous voulons construire et comment on va aller vers comment on va aller au combat pour ces élections européennes. Mais moi, je vais aborder plutôt la thématique donc, de la géopolitique, puisque c'est ce qui m'a été demandé, avec une certaine difficulté, puisque la semaine dernière, pour ceux qui ont regardé, Jean-Luc a fait lui-même un cours à l'école de la France Insoumise, qui était remarquable. Super. 2 heures, super bien, pour ceux qui sont intéressés par la géopolitique. Comme c'est un des sujets principaux de Jean-Luc depuis toujours, là il a fait un très très bon, très synthétisé, donc c'est quelque part sur internet, sur le site de l'école de la France Insoumise. Donc vous pouvez trouver ce cours où il a réussi à synthétiser et à faire l'image globale de la géopolitique insoumise. Et c'est l'image globale, je vais un peu la répéter ici en prenant 2 ou 3 exemples concrets, c'est l'image globale qui est importante pour comprendre les choses et où est-ce qu'on va. Parce que souvent, bon, moi je suis responsable je suis hors international pour les questions internationales et de défense. Et dès qu'il se passe quelque chose dans le monde, on tombe dessus, et la journaliste qui arrive, mais vous en pensez quoi exactement de ce détail-là, au fin fond de l'Asie, de l'Afrique ou d'Amérique latine, et nous on essaie toujours de remonter plus haut de manière globale pour expliquer les choix qu'on fait sur les différents problèmes qui surviennent dans le monde. Ça a été dit dans toutes nos publications, y compris celle-ci, donc ceux qui veulent s'en procurer pour les questions internationales et de défense, ça n'a pas beaucoup changé, c'est le petit livret qu'on avait rédigé avec Théophile Malot, et qui deviendra public bientôt. C'est toujours son nom de code pour le moment, parce qu'il n'est pas en CDI, et que donc on n'a pas envie que nos camarades perdent leur travail parce qu'ils déclarent leur sympathie et leur tendance politique. Voilà, donc vous retrouverez un peu ce que je vais vous dire maintenant. La chose principale, c'est qu'il y a actuellement 2 grandes bifurcations. La première bifurcation, vous la connaissez, c'est le problème principal, central, c'est la question de l'environnement. Et donc, l'accès aux ressources, avec une population mondiale qui s'accroît. Et une logique économique qui est celle de la croissance permanente, puisque c'est l'indice principal pour lesquels les politiciens seraient prêts à tuer, c'est quel va être le taux de croissance l'année prochaine. Il est bien évident que dans un monde fini, avec des ressources finies et une population mondiale qui s'accroît, une économie qui est basée exclusivement sur la croissance est vouée à sa perte d'une manière ou d'une autre à un moment donné. L'autre bifurcation, c'est que les garants de ce monde-là, capitaliste, de surconsommation, sont les États-Unis, et que les États-Unis perdent leur hégémonie.
Et la perte de cette hégémonie leur est totalement insupportable. Pas insupportable parce qu'ils sont méchants ou parce qu'ils boivent une eau qui les rend méchants. D'abord, ça ne concerne pas les Américains, parce que pour une bonne partie d'entre eux, ils subissent aussi toutes ces politiques d'austérité qui les frappent également. Vous savez peut-être que sur 300 millions d'Américains, 70 millions n'ont pas accès aux soins. On est quand même dans des situations qui n'existent même pas ici, de problèmes relatifs à ce système. Mais le vrai problème, le cœur du problème, c'est que les États-Unis, c'est 4,5% de la population mondiale, et ils consomment 40%. Nous, là-dessus, le reste des Occidentaux, pris largement, c'est-à-dire les États-Unis jusqu'au Japon, l'Europe, plus le Japon, plus voilà, le petit Israël, on consomme en gros quasiment 80% et 78% des ressources mondiales pour 10% de la population mondiale. Ça veut dire que les autres, ils n'ont que 20%. C'est-à-dire qu'un gars sur 10 bouffe quasiment tout le gâteau. C'est évidemment pas jouable et source de conflit, c'est déjà source de conflit, c'est source de conflit à l'avenir. On ne comprend rien, on ne peut rien comprendre au conflit israélo-palestinien en dehors de l'historicité de ce conflit si on ne comprend pas qu'il n'y a pas assez d'eau pour faire boire les 14 millions de personnes qui sont autour, que Israël, c'est pour ça qu'Israël contrôle le Golan depuis 1967, qui est un territoire syrien, parce qu'il y a les sources du Jourdain, et qu'en 2020, donc c'est pas, je sais pas quand, 2020, c'est dans un an et demi, Gaza n'est plus vivable. Quand on dit Gaza n'est plus vivable, c'est qu'il n'y a plus de système d'évacuation des caniveaux. Les gens vont être, pour parler crûment, dans leur caca. Donc à un moment donné, quand les gens n'ont pas d'eau, ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas pêcher, n'ont pas accès au minimum que nous on réclame pour tous, c'est de mettre plus d'eau gratuit, ben, les gens vont quelque part. L'unité a toujours fait comme ça. C'est juste un petit exemple, mais le problème central, c'est cette question des ressources et de la manière dont on a bâti l'économie mondiale. Donc nous, on s'oppose à ça, et c'est en s'opposant à en n'oubliant jamais ces deux points principaux qu'on a développé la géopolitique insoumise. Le gros problème pour les États-Unis, puisqu'on va revenir sur les États-Unis, encore une fois, c'est pas un focus, on n'a pas un focus sur les États-Unis parce qu'on n'aime pas les Américains. C'est juste parce que c'est la première puissance mondiale, c'est d'une certaine manière un empire économique, et cet empire économique repose sur le dollar. Le dollar est la monnaie d'échange mondiale. Tous les échanges se font sur le dollar. Les États-Unis ont une dette tellement absurde qu'elle ne pourra jamais être remboursée, et ça n'a aucune importance parce que la prééminence du dollar comme monnaie d'échange dans le monde entier est garantie par leur prééminence et leur hégémonie militaire qui pour le moment est entière et totale, puisqu'il faut le rappeler, là aussi, 50% en gros du budget officiel de la défense des États-Unis, de la défense des États-Unis, son budget c'est 50% du budget mondial de la défense. Avec ses alliés de l'OTAN, on arrive à 70%. Donc c'est intéressant ces deux chiffres, parce qu'ils sont très corrélés, ils vont parfaitement ensemble. 80%, allez, quasiment 80% des ressources consommées, 75% des ressources militaires de la planète. C'est normal, pour manger plus que les autres, il faut avoir des gros points ou un pistolet et leur imposer que l'on mange plus qu'eux. En gros, c'est ça la géopolitique mondiale, sortie crûment de tout le reste des phares et des déguisements qu'on lui prête. Il n'y a aucune raison qu'un pays comme les États-Unis ait cette puissance. C'est pour ça qu'un certain nombre d'autres pays, et c'est là qu'il y a en ce moment le grand chamboulement géopolitique, c'est pour ça qu'un certain nombre d'autres pays, les BRICS, donc c'est l'acronyme pour le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, pour les principaux, mais en fait il y a 47 autres pays derrière, donc c'est une masse colossale d'êtres humains sur la Terre, beaucoup d'entre eux très colorés, ont décidé que non, ils sortaient de la Banque mondiale, ils sortaient du FMI, donc ils ne sont plus au Fonds monétaire international, ils ne sont plus à la Banque mondiale, ils ont créé une banque d'investissement différente. Alors c'est pas des anges, hein,
En Russie, c'est des oligarques, c'est des capitalistes. En Inde, ce sont des ultranationalistes qui gouvernent l'investissement. Les Chinois, c'est des communistes bizarres, des communistes capitalistes, un hybride tout à fait étonnant, qui n'a jamais été, qui existe. Le Brésil, tantôt c'était l'époque de Lula, où tout ça a été lancé, mais maintenant c'est Temer qui est une sorte de libéral des États-Unis. Et puis l'Afrique du Sud a toute une série de problèmes internes. Mais néanmoins, ce sont des pays qui se rendent compte qu'ils ne veulent plus rester dans cette domination et ils veulent un monde différent, au moins différenciant. Des choses pas trop. Pas des changements colossaux. Ils ne veulent pas que la soumission mondiale triomphe. Ils sont pour qu'on fasse des échanges en d'autres monnaies que le dollar. Et ils ont créé des fonds d'échanges entre eux, de ressources, de matières, de produits manufacturés dans d'autres monnaies que le dollar. Et en plus, ils font un truc super bizarre où les Chinois ils sont mis à faire un machin qui s'appelle le chip, CHIP, qui remplace le système SWIFT. Le système SWIFT, vous connaissez tous, c'est comme vous avez tout le monde a un compte en banque, en bas il y a un truc IBAN, c'est ça, il y a un code SWIFT, c'est le truc qui permet de faire un échange. Quand vous faites un échange en famille, il y a des amis ou envoyez d'argent à l'étranger ou Bruxelles, ça passe par New York, par Manhattan, parce que c'est tout SWIFT. Vous imaginez le contrôle pour une puissance de voir tous les échanges, même les plus petits, dans le monde. Depuis un an, maintenant ça a été testé, les Chinois avec les Russes ont mis le système chip. On pourrait faire un autre système. Nos banques évidemment n'utilisent pas trop, mais vous voyez comment est-ce que l'hégémonie américaine est remise en cause. Et l'autre problème pour l'hégémonie américaine, c'est l'ordre. Une puissance qui fonctionne sur la surconsommation et sur une hégémonie militaire ne peut pas supporter l'ordre mondial. Quand je dis l'ordre, c'est que des gens se mettent autour d'une table et puis discutent un peu civilement des problèmes qu'ils peuvent rencontrer et puis on essaie de trouver des solutions politiques dans des organisations internationales comme l'ONU. Non, les États-Unis ont besoin de désordre et c'est pour ça que c'est le premier facteur de guerre dans le monde, d'incitation à de la conflictualité pour pouvoir toujours justifier cette hégémonie militaire. L'OTAN, c'est un sujet qui est important pour les questions européennes, sur les questions d'Europe de la défense. L'OTAN est, comme vous le savez, cette organisation militaire qui était là pour contrebalancer le pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie, il s'est fondé en 1991. Donc, ça fait 27 ans que ce truc fonctionne sans ennemis. Et l'OTAN a besoin de se justifier son existence en trouvant des ennemis. Alors ça a été un peu, à un moment donné, ça a failli disparaître. En 1999, ça a été la guerre de Kosovo. Après, il y a les terroristes, qui sont un problème, mais c'est plutôt un problème et d'abord international, pour plus de temps. C'est un problème. 90% des victimes des attentats terroristes sont des musulmans dans des pays plutôt musulmans, à commencer par l'Irak et la Syrie. Et puis c'est un problème de police et de justice, de renseignement plutôt qu'un problème de militaire. Donc maintenant le nouvel ennemi, c'est l'ancien, il est aussi bien, c'est la Russie, qui est utilisée. C'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon a fait le voyage en Russie, sur lequel je vais vous dire un mot. Donc notre tendance générale pour la géopolitique insoumise, c'est d'aller vers la construction d'un monde qui va vers la paix et où les choses se négocient non pas par la conflictualité entre deux États ou groupes d'États, mais au niveau de l'ONU. C'est compliqué, ça ne marche pas bien, tout le monde le sait, c'est très difficile, mais ça existe. C'est mieux que ce qu'on avait avant, et c'est quelque chose qui doit être renforcé, sinon on court vers le chaos. L'exemple parfait, c'est ce qui vient de se passer avec l'Iran. Là, on est vraiment dans une situation à très 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 haut risque pour la paix, non seulement régionale, mais dans le monde. L'accord sur le nucléaire iranien, l'idée c'est que il y ait moins d'armement nucléaire dans le monde, ce qui est une bonne idée. Je rappelle, c'est Jean-Luc Mélenchon qui proposait pendant la présidentielle que s'il était élu, il initierait une conférence mondiale pour la réduction des armements. Chose qui n'existe plus depuis que l'URSS s'est effondrée. On arrivait à faire des accords avec les soviétiques, on a fait les accords START, ça a réduit les armements nucléaires, ça a permis de sauver 3 trillions d'euros pendant 30 ans. Les armes non produites, parce que
s'il n'y avait pas eu ces accords, il y aurait eu 3 trillions qui seraient partis en un truc qui, pour le coup, ne sert vraiment à rien, des missiles nucléaires entreposés pour la dissuasion nucléaire. Donc 13 ans de négociation, 13 ans, c'est super galère. Il y a les Chinois, il y a les Russes, il y a les Allemands, les Français, les Iraniens qui ont une situation compliquée avec des forces politiques. Mais quand même, à bout de 13 ans, on y arrive. Vote à l'unanimité à l'ONU. Un succès en fait, un grand succès. Voilà, hop, l'autre là, il arrive, Trump, et il dit non, ça me saoule, ça me plaît pas, puis de toute façon avec mes copains saoudiens et israéliens, tout ce qu'on veut c'est un peu tataner les Iraniens, donc on casse cet accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, non mais le message qui est entendu par les petits dictateurs partout ailleurs sur la planète, c'est qu'ils entendent, ah ouais, donc négocier sous l'égide de l'ONU, c'est nul. Ce qu'il faut faire, c'est comme Kim, le président nord-coréen, parce que lui, il a dit, j'en ai rien à foutre des sanctions, je construis un bombe nucléaire, et une fois qu'il a construit, il dit, bon, on discute. Et qui va rencontrer Trump, Kim, qui dit, pour le coup, franchement, c'est une culture en mode sévère. Donc voilà, c'est une mise en tension qui permet de ne pas s'occuper de choses. Parce que si on monte d'un cran, on est déjà bien ancré dans le conflit, dans cette zone, il y a la guerre au Yémen, dont on parle assez peu, il y a la guerre en Syrie, il y a Israël qui bombarde, qui fait sa guerre parallèle avec les forces syriennes, les forces du Hezbollah, et contre les Iraniens qui bombardent régulièrement. L'Iran fait ses guerres d'influence dans le coin. C'était un moyen un peu de calmer les choses. On va aller vers plus de conflits. Et l'Iran, franchement, c'est pas un petit pays. C'est un pays gigantesque, c'est une puissance culturelle millénaire. Et si on part à un conflit avec ce pays, ça veut dire que là-bas, ça sera fini des modérés qui sont conduits par Hassani. Ça sera les durs du régime, donc les gardiens de la révolution qui vont prendre le pouvoir. Et après, comme c'est déjà des durs qui sont dans l'Arabie Saoudite et des durs qui sont en Israël, ça peut déraper n'importe comment. Et là, on a un jeu d'alliance. Ça fait un siècle qu'on a eu la Première Guerre mondiale. Bah là, on a un axe. Puisqu'il n'y a pas eu d'accord au niveau international, il y a l'axe russo-iranien, Hezbollah, voilà, c'est un bloc. Et puis il y a un autre bloc qui est américano-israélo-saoudien. On voit bien que la question de la religion ici n'a rien à voir. Parce que les Saoudiens qui sont des fanatiques islamistes ont réussi à se mettre d'accord avec les plus durs du régime israélien, avec les Américains qui sont eux plutôt évangélistes. Bref, tout ça n'a aucune importance, c'est des questions géopolitiques qui leur sont centrales, des questions d'hégémonie. Juste pour la remarque, imaginez un conflit, même localisé, qui n'ira pas trop loin, mais entre Israël et l'Arabie Saoudite, c'est une catastrophe, parce que l'Iran possède une arme de destruction de missiles. Une, et elle la possède vraiment bien. C'est le détroit d'Ormuz, géographique. C'est là où, dans le golfe Persique, il passe 71% de tous les l'échange du pétrole mondial. Il suffit de couler 2 supertankers au bon endroit, c'est vraiment pas très compliqué, vu le supertanker qui passe dans le coin, et vu la petite flottille spécialement dédiée à cet effet qu'a l'Iran, pour avoir un chaos. Déjà le pétrole a tout remonté, mais il faut avoir des prix du baril qui dépasse 200 et 250 $, une situation bloquée pour extrêmement longtemps, et donc un entraînement, puisque toute l'économie mondiale est basée sur les hydrocarbures, de partir en vrille et une grave crise internationale. Bon, c'est aussi pour ça que Jean-Luc est parti en Russie et qu'on a organisé le déplacement de Jean-Luc Mélenchon en Russie, comme vous avez vu, il y a 2 semaines, donc une dizaine de jours avant celui de Macron. Pourquoi? Pour essayer de renouer des mécanismes de désescalade, parce que les mécanismes de désescalade et de négociation avec ces grandes puissances sont plus bas qu'à l'époque de Brejnev. On a eu la confirmation en rencontrant le vice-ministre des Affaires étrangères, donc le numéro 2 russe, le ministre Grushko, qui a négocié l'accord iranien pour les Russes, qui a été le représentant de la Russie à l'OTAN. Et qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit, j'étais tout jeune quand j'ai commencé avec Brejnev. On a réussi à l'époque où c'était Brejnev et puis des gens comme Victor Hugo, Charles de Gaulle, d'arriver à des accords où on désescalade, où on signe les accords d'Helsinki, où est signé
l'OSCE, l'Organisation de coopération de sécurité en Europe. On a réussi à faire ça à cette époque, et là maintenant, le niveau des échanges, c'est-à-dire de ces coups de téléphone rouge, comme on les appelle, c'est-à-dire des moyens entre différents niveaux de se prévenir que là il y a des avions qui passent, faut faire gaffe, non, non, c'est pas nous qui avons tiré, excusez-nous. Enfin bref, tout ce qui permet de calmer, de détendre la situation quand ça part en suspens parce qu'il y a des accidents, et bien tout ça est au niveau le plus bas, un niveau extrêmement bas. Pourquoi aussi aller en Russie? Parce qu'on considère qu'une des causes principales et absurdes de mise en tension avec la Russie, encore une fois, c'est pour que l'OTAN ait une justification en tant qu'organisation, c'est le lancement du bouclier antimissile en 2012. C'est le premier voyage que fait François Hollande quand il est élu. Il part le 20 mai 2012, il part à Chicago, c'est le sommet des chefs d'État de l'OTAN, et il signe pour la France le bouclier antimissile, officiellement contre les missiles iraniens. Bon. Macron était son conseiller, on a vu que Macron avait des problèmes de géographie et qu'il pense que la Guyane c'est une île. Donc pour contrer les missiles qui se trouvent donc en Iran, là, eh ben, on a mis les missiles en Pologne et en Roumanie et le radar en Tchéquie. Les Russes ont dit vous prenez vraiment pour des îles. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, alors qu'ils n'ont pas une économie qui est que flamboyante, ils réinvestissent dans leurs missiles nucléaire à moyenne portée. Pourquoi? Parce que vous avez la situation du bouclier et de l'épée. Si vous construisez des antimissiles, eh ben l'autre il développe plus de missiles pour pouvoir passer votre barrière antimissile. Là récemment, pour 4 milliards de dollars, c'est des sommes colossales. Les Polonais ont déployé des antimissiles patriotes en Pologne. Ben, les Russes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils déploient des missiles nucléaires pour portée, Iskander à Kaliningrad, donc juste au-dessus de le milieu de l'Europe. C'est la même situation pourrie que l'affaire des missiles Pershing dans les années 80, sauf qu'encore une fois, à l'époque, ça marchait mieux la question de désescalade. Voilà. Actuellement, vous avez un déploiement de 2500, on n'en parle pas beaucoup, peut-être vous l'avez entendu parler ici un peu plus, puisque ça se passe à Anvers, et que ça descend la Belgique, donc ça passe quasiment par chez nous. On a un déploiement de 2600 véhicules blindés américains qui vont vers la Pologne. Ils vont vers la Pologne pour remplacer les 2600 qui ont été déployés pendant la campagne présidentielle l'année dernière, en 2017. Et ils y vont alors qu'il y a un mois, l'Union européenne, ultra indépendante, qui se gargarise de cette Europe de la défense, qui se disant serait indépendante des États-Unis, alors que je vous assure, je travaille sur tous les textes, qu'il n'y a pas un seul texte de l'Europe de la défense où le mot OTAN et compatibilité avec l'OTAN n'est pas marqué. Et puis d'ailleurs, tu vas parler de souveraineté, aucun pays n'est entré dans l'Union européenne depuis 1991 sans être passé d'abord par la case OTAN. Donc je vous l'annonce, un pays qui s'appelle le Monténégro, qui a été décrété aussi par un référendum organisé de manière baroque, comme les Russes ont fait en Crimée, est rentré dans l'OTAN, donc on peut supposer que dans les 10 années à venir, de manière ou d'une autre, il va rentrer dans l'Union européenne. Donc, il y a un mois, j'ai fait un petit aparté, pardon, il y a un mois, les Européens indépendants sur la question de la défense se réunissent et disent il faut absolument améliorer et développer nos routes, nos tunnels et nos ponts pour pouvoir déployer des troupes à l'est de l'Europe. Une semaine après ça, se crée un nouveau commandement à l'OTAN qui permet de déployer mieux les troupes à l'est. Bon, à ce point de caricature, c'est rigolo, mais néanmoins, nos médias continuent à parler d'une Europe de la défense qui n'en est malheureusement absolument pas une, puisqu'il n'y a pas d'Europe pensée de manière... il n'existe pas d'Europe géopolitique, donc il ne peut pas y avoir d'Europe de la défense qui soit indépendante de celle des États-Unis, alors qu'actuellement c'est totalement le cas. Et bien comme je vais bientôt arriver à la fin, et je n'ai pas trop déborder, ça va, comme les États et nos chefs d'État, entre autres européens, continuent à être dans cette logique de suivisme des États-Unis, malgré ce qu'a fait Trump, quand Trump est extraordinaire, il n'a rien à fiche. Il en déclare je vais faire du protectionnisme de 100% sur l'acier
et l'aluminium pour défendre les entreprises chez moi. Tous les accords qu'on a mis d'accord, moi je ne suis pas d'accord, on va renégocier parce que c'est mieux pour moi. Et puis de toute façon, vous allez mettre plus d'argent autant. Bon, ils protestent, mais enfin, à la fin, les trucs sont faits. Donc nous, on a décidé de prendre les choses en main, comme on fait d'habitude. Et on va proposer une grande conférence internationale pour la paix. Ça sera en 2019, elle va être mondiale. Il y a nos camarades aux États-Unis, Sanders, qui a lancé une campagne pour la paix au Yémen, qui est en relation avec la campagne qui a été lancée par Corbyn au Commons pour la paix également au Yémen et règlement du conflit israélo-palestinien. Nous sommes allés aussi en Russie pour ça, parce que la première mission c'était de passer que la France insoumise passe un accord définitif de partenariat avec le front de gauche de Russie, avec Udaltsov, qui est sorti l'été dernier de prison quotidienne. Et on a passé un accord avec eux. Ils participeront pour la Russie. Enfin, pour la Russie, puisqu'ils sont pas au pouvoir. Mais pour représenter le peuple russe à cette conférence internationale de la paix, on veut colossale, massive. L'idée, à la fin, ce sera sûrement d'avoir aussi comme un tribunal d'époque, mais un tribunal sur la paix qui condamne, qui explique, qui donne des outils aux militants, aux citoyens pour dire, ah, voilà, ils sont coupables, ils vendent des armes à tel pays. Genre, la France, en Arabie Saoudite, qui fait une guerre au Yémen avec une ministre de la Défense, on a de Paris. Vous avez entendu, non? Il a dit sérieusement, on a vendu des armes à l'Arabie Saoudite, mais voyez-vous, on ne savait pas qu'ils allaient s'en servir. C'était excellent. C'était excellent. Ils savent plus quoi dire. C'est assez. On arrive à des choses assez absurdes. Voilà, donc cette conférence sur la paix, qui va être l'élément important pour nous sur les questions internationales l'année prochaine. Voilà où je trouve ça logique. Une dernière chose, ce qui se passe en Iran, c'est le problème géopolitique numéro 1 dans le monde et la menace numéro 1 pour la paix dans le monde. Mais il est en train de se passer quelque chose d'assez étonnant en ce moment, qui est l'autre événement géopolitique colossal de 2018, c'est l'élection au Mexique. Il est possible que López Obrador, le candidat, c'est très compliqué, on va rentrer dans les détails du fonctionnement de la politique mexicaine, mais disons de la gauche, des progressistes, des non-alignés aux États-Unis, au Mexique, gagne le 1er juillet. Bon, Jean-Luc devait y aller, donc il ne peut pas, à cause d'activités parlementaires débridées voulues par Macron, donc c'est moi qui irai. Voilà, ça faut suivre. Parce que je ne sais plus qui disait. Fais gaffe de ne pas te faire tuer parce que le Mexique. Quoi? Fais gaffe de ne pas te faire tuer parce que le Mexique c'est dangereux. Alors ce qui est marrant, c'est que López Obrador, toutes les semaines, il parle avec Jean-Luc. Les cartels vont pas aimer. La prochaine fois, et puis il dit, on verra, je suis pas sûr. Ah, il y a eu plusieurs. Il a une vingtaine de tentatives d'assassinat diverses et variées pour cette année. Bon, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont produit tout. Les cartels, ils ne veulent pas des gens de gauche. Tout le nord du Mexique est pourri par les cartels liés à la CIA. C'est un peu le problème du Mexique. Mais s'il est quand même élu, c'est vraiment dans la logique hégémonique américaine, le Mexique, hein, c'est un PIB plus fort que le Brésil. C'est un des pays les plus importants de l'OCDE. C'est colossal. Si ça se passe, c'est un changement géopolitique colossal qui va beaucoup énerver le dragon, parce que c'est ça le problème, il faut comprendre. Voilà, c'est leur voisin direct. Le dragon qui est en train de mourir, et le Mexique est venu élire quelqu'un qui n'est pas sur sa ligne, ça lui fait faire des mouvements intempestifs, surtout quand à sa tête, on a un blondin comme ça, comme Trump, qui est particulièrement dangereux. Voilà, allez, je m'arrête là. Et merci pour m'avoir supporté. Pas fait 30 minutes. Voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, oui, c'est très clair. C'est la partie comme chouette. Merci beaucoup. Cette conférence, elle aurait lieu quand? Alors on s'est dit que la conférence pour la paix, c'est pas tout à fait la même chose, mais la conférence pour la paix de Paris, qui a suivi l'atroce guerre de 14-18, c'était en janvier, entre janvier et novembre 2019. Donc, si on y arrive, ça serait de la lancer pour
le symbole à Paris en janvier 2018. Non, l'autre c'était en 1919, pardon, excusez-moi, Rosé, et là ça sera en 2018. Vous allez avoir une omelette au jambon, Ça sera avant les va aller européennes. C'est un scoop, ça. Un scoop, ça, déjà. On pourra peut-être dire que c'est un contre le traité de Versailles. Oui, oui, non, mais c'est ça l'idée. Le traité de Versailles a créé les conditions aussi des guerres qui vont suivre. Et dire qu'il y a encore des conflits qui viennent de ce traité de Versailles. Ouais. C'est ça qui est terrible. Et le tribunal là, qui est prévu, c'est un genre de tribunal Bruxelles aussi Encore une fois, vraiment pour le moment, c'est des idées qui sont lancées. Donc, il y aura une demande, non, mais justement pour la France Insoumise, un mouvement participatif. S'il y a des idées pour construire, bâtir, là pour le moment, le modèle, c'est le tribunal des peuples, tel qu'il existe pas mal il y a un tribunal pénal international. Alors, on pourrait imaginer quelque chose. pour ce qu'elle fait, c'est le tribunal international. Oui, justement, mais nous, on pourrait imaginer avoir un tribunal des peuples sur les questions internationales, sur les questions de guerre. Et puis, que dire, si les États ne veulent pas le faire, on le fait nous. Voilà. Oui. Parce que l'intérêt du tribunal Bruxelles, justement, c'est que c'était un tribunal de témoignage. Donc, je veux dire, je crois que dans l'idée, ça s'apparente plus ou moins à ce que je décline là tout de suite. Quoi. Oui, exactement. En tout cas, l'idée, c'est déjà de donner à voir. Parce qu'il y a une guerre au Yémen, là, qui est, par exemple, qui est abominable. Bon, il y a un focus qui est fait, par exemple, sur la guerre en Syrie, mais il y a une guerre au Yémen où il y a, pour l'OMS, pour l'ONU, pour l'OMS, pour l'UNICEF, c'est avec ce qu'il y a actuellement dans la Corne de l'Afrique, c'est pareil, on s'en fout alors, totalement, ou alors ce qui se passe autour du lac Kivu au Congo, à l'ex-Congo Zaïre, ça a un décès, aucune importance. C'est par millions de morts, c'est par millions de morts. Quand il y a un rapport de l'ONU, quand il a fait un rapport sur ce qu'il y a eu entre. C'est un massacre. Entre 98 et 2012, dans la zone du lac Kivu, on s'accroche là, c'est entre 6 et 12 millions de morts. Je vous laisse le gap c'est 6 millions, ça n'arrive même pas à compter. C'est pas 100 000 le marge d'erreur, c'est 6 millions. Ça montre qu'il y a un désintérêt total. La première chose, c'est déjà de mettre le doigt là-dessus, de montrer et de dire, mais voilà, le Yémen, il y a une guerre, et pourquoi est-ce qu'il y a un blocus, pourquoi est-ce que les gens ne mangent pas. Ouais, le Rohingya, bon, on a parlé un peu, puis maintenant, ça a disparu. Ah oui, parce que tous nos jours, réellement, la question du Rohingya, par exemple, c'est intéressant, c'est parce que Aung San Suu Kyi, celle qui était l'idole de la lutte pour la paix, pour la démocratie, elle est un peu les moments de voir actuellement, elle ne fait pas grand-chose, voire elle pousse du pied les Rohingyas. Donc il a retiré quand même un de ses prix, qui est complètement passé sous le silence, mais un de ses prix internationaux il a été retiré. Voilà, il faudrait un peu plus montrer les drames qui arrivent ici et là dans le monde. Les jurés du prix Nobel de la paix, il faudrait qu'ils arrêtent de fumer la moquette avant de délivrer leur prix, parce que franchement, entre Obama, le drone addict, Aung San Suu Kyi, c'est vraiment une bonne. Obama, c'était pas mal. Obama, il n'était pas très à gauche, mais par rapport à Trump. Mais non, mais elle a vraiment d'extrême. Un président des États-Unis. Obama, il a quand même le record absolu d'assassinats ciblés. Ouais. Exactement. Plus de 3000 sorties. Oui, par les drones. C'est pour ça que je l'appelle le drone. Effectivement, il a fait des choses, mais. Ah, puis, surtout Obama, où est-ce qu'il a arrêté les guerres, hein, il faut bien le dire. Bon, voilà, à partir de là, il n'y a pas de gauche, pas de droite. Où est-ce que la paix dans le monde est arrivée quand lui est arrivé de Trump, hein. Non, mais ah, mais au bout, pour les peuples, on s'en fout qui fait quoi. Voilà, quoi. Ça me dérange pas de dire que l'autre est mieux que l'autre. C'est intelligent, il défend les intérêts des États-Unis, les intérêts des États-Unis sont hégémoniques, ils étaient hégémoniques sous Obama, mais là, Trump, c'est au-delà de la folie. Ah non, bah, il répond aux demandes du capital, enfin c'est plus personne, qu'est-ce qu'ils font, ils roulent, après à partir de là, c'est une grande de questions. D'ailleurs, ce qui est intéressant pour Trump, il a l'air zinzin comme ça, il n'est pas zinzin.
En fait, il a théorisé, il a écrit un bouquin il y a 15 ans sur le management. Bon, ce fait que je l'ai lu, parce que l'année dernière c'était intéressant. Tout ce qu'il fait est écrit dans son livre. Il théorise le chaos. Il dans la négociation, il faut créer la situation de chaos la plus extrême pour être la solution pour présenter une solution. Comme Hollande, il avait écrit toute sa politique en 1993 dans son bouquin. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il a toujours fait, il crée le chaos. J'étais au PS, je le sais. On a pu le voir, parce sais. avec Corinne Morin-Darleux, on a été à Cuba pour la France insoumise au moment pour la cérémonie pour Castro est décédé. Et là, on a rencontré des officiels, dont le ministre de l'Agriculture et le ministre du Tourisme. Et ils nous ont dit, ouais, Trump, il est incroyable comme bonhomme. Il était, au moment même où il était à Miami, avec les contre-castristes d'origine cubaine, il disait n'importe quoi. Les autres, ils ont fait n'importe quoi depuis Kennedy. Moi, je prendrais la marine, ils sont venus à débarquer là-bas, on remettrait la démocratie. Des trucs de ouf. Donc les mecs, ils étaient. Donc il a marqué, il a pris la Floride, comme ça. Pendant ce temps-là, il avait 49 de ces hommes, de ces businessmen, pas liés à la négociation, mais de son business, qui étaient là-bas, en train de négocier avec les Cubains, en leur disant, bon, moi ce que je veux, c'est une 30 dollars à la Havane, et 50X ressortent. J'arrête tout et je ferai supprimer les sanctions et on lance le business avec Cuba. Ça ne s'est pas fait parce que la constitution de Cuba interdit de posséder le sol et lui proposer une sanction, pas une sanction, une concession, des concessions supérieures de 60-70 ans. Et Trump a refusé. Il a dit là, non, moi, je construis un truc je possède là où je construis mes tours et mes bâtiments. Voilà, c'est un exemple intéressant. C'est ce que fait le gars. Mais des fois, c'est jouer avec le feu et la paix dans le monde, c'est pas la meilleure idée, évidemment. Mais je crois, Georges, que tu as déjà insisté dessus, mais ce qui est vraiment très important, c'est qu'on s'aperçoit du déclin des États-Unis, du déclin du dollar, et que c'est cette frayeur du déclin du dollar qui renforce l'agressivité des États-Unis maintenant. Et ça, je crois qu'il faut vraiment qu'on le démontre à la population, parce que la population n'est vraiment pas informée de tout cela. Et Jean-Luc, dans sa conférence justement sur la géopolitique, a passé un bon moment là-dessus, l'explique parfaitement bien et montre parfaitement bien pourquoi les États-Unis sont aussi hégémoniques et aussi violents depuis maintenant plus de 20 ans, parce que évidemment il y a de plus en plus de contestations sur la domination du dollar, et que cette monnaie qui est fabriquée à satiété chez eux, si du jour au lendemain le dollar est contesté, les États-Unis s'écroulent. C'est très juste. Effectivement, Jean-Luc l'a très bien expliqué. Ça amène à un autre point qui était important du voyage de Jean-Luc en Russie, c'était la rencontre avec les grands patrons ou les moyens patrons français en Russie. Vous avez remarqué, Macron, en tout cas, il est présenté comme ça dans les médias, il essaie de résister un peu aux États-Unis. Mais en fait, il le fait un petit peu parce qu'il y a une frange, là actuellement, il y a un morceau de la In English, oui. qui fait pression sur Macron. C'est l'industrie française. Là, comment ça va pas. Ils sont d'accord, Macron c'est super, candidat libéral, ça va. Mais bon, Macron, pour les questions géopolitiques, dans la continuité de François Hollande et dans la continuité de Sarkozy, comme eux et comme la moitié de leur gouvernement, il y a la French American Foundation, donc c'est un young leader. Le programme international de Macron et de défense c'était l'angle aveugle de son programme, il était faible, c'est à la fin le triangle qui est venu apporter des fichettes pour pas la complètement stupide. Non, mais c'est comme ça que c'est passé complètement. On le voyait pendant le débat, il était là comme un étudiant, il avait des questions de défense, il lisait ces trucs, il les remettait ensuite. C'est génial de pouvoir le voir, il ne connaissait pas, ça ne l'intéresse pas. Il fait du sudisme attentiste, comme les deux précédents. Mais là, on a, comme quand on va au salon du Bourget, alors oui, effectivement, avec Jean-Luc, on va au salon du Bourget parce qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans l'industrie française, aéronautique qui est une des premières au monde, et donc c'est pas juste pour aller voir des coups avec Dassault, comme certains abrutis ont pu l'écrire. Et d'ailleurs, c'était pas avec Dassault, puisqu'on était chez Airbus.
pas vos gros hôtels en information, où on a les responsables recherche technologique d'Airbus, ancien EDS, qui nous disent, mais le problème, à chaque fois, tous les 2 ans, on dit la même chose. Le problème, bon, on a une guerre économique et d'espionnage économique avec les Chinois, avec les Russes, et le problème numéro 1, c'est les Américains. Et là, quand on était à Moscou, on rencontre Tout le matériel des Français est commandé par Windows. Total, Pernod Ricard, et les patrons de ces boîtes, c'est pas des chez vous. Donc ces gens-là, ils disent, mais en fait, ces sanctions avec la Russie, ça coûte à nos boîtes. Parce que la France est le 2e investisseur direct en Russie, c'est le premier employeur de main-d'œuvre, c'est le premier étranger, le premier pays étranger qui embauche des gens en Russie. Nous, on perd plein d'argent dans cette affaire. Nos producteurs, nos petites entreprises sont attaqués. D'ailleurs, sans Saint-Brameuse ici, pas loin. Dans le nord. L'ancienne. Oui, l'entreprise Saint-Brameuse qui est bénéficiaire, elle a été coulée. C'est ce camarade Aurélien Motte qui a dirigé pendant 2 ans la lutte syndicale, qui était au congrès de Villejuif en larmes. Le congrès du PG en 2015, parce que le truc s'est arrêté. Il s'est arrêté pourquoi? Parce que Macron a flingué le truc au titre qu'il fabriquait des bougies de train qui permettaient de supporter des trains de transport qui permettaient de supporter des trucs de plus de 50 tonnes. Donc ils ont dit c'est du matériel de guerre parce que les Russes avaient investi dans cette boîte parce que ces bougies pourraient servir aux Russes de transporter des chars lourds. Et comme Aurélien Motte l'a dit, mais ils transportent déjà les chars lourds, c'est pas attendu sans Saint-Brameuse. Bon bref, on a coulé une boîte avec quasiment 300 salariés. 800 emplois indirects. Dans une région, c'est un peu comme ici, un peu en termes d'emploi, c'est pas le meilleur endroit où fermer une usine. Bref, ils pèsent sur l'industrie française et les industriels français commencent à en avoir marre. Total a dû va fermer en Iran. PSA, 30% des voitures qui roulent en Iran, c'est du Peugeot. Ils sont obligés de fermer. À cause de cette loi géniale, qui est l'extraterritorialité du dollar américain, c'est dès que vous échangez un dollar, dès que vous faites un échange avec un dollar, vous êtes sujet aux lois américaines. C'est génial. Et puis ils s'en privent pas, ils font des sanctions complètement ahurissantes, comme ils ont fait avec BNP. Par contre, on aime beaucoup BNP, d'ailleurs on est très content que le BNP soit fait allumer dans le procès à Bordeaux là, sur le fauchage de chaises, puisque mettre de l'argent dans les paradis fiscaux, mais néanmoins, là, ils leur mettent combien de millions? Vraiment des sommes ahurissantes de sanctions parce que les États-Unis ont trouvé que le BNP faisait le truc, donc ils n'étaient pas contents. Ils pourraient appliquer la même chose. Il y a une frange de la bourgeoisie française qui en a ras-le-bol. Convergence des luttes. Voilà. Non, mais si on peut les utiliser un peu, puis s'ils ont de l'argent de notre caisse du. Vous savez que le rôle des Américains, ça serait de mettre une base sur Airbus, sur la BNP, sur plusieurs groupes français, parce que Airbus les gagne en tant que concurrent de Boeing. Et il faut qu'on se méfie. Comme Macron a bradé à la Somme, parce que c'est Macron qui a bradé à la Somme, les General Electric, hein. Tout le monde n'est pas d'accord, c'est Macron le premier, parce que quand on dit Macron, il a sauvé tout. Macron, il brade à ses copains et à ceux qui peuvent lui rapporter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres entreprises qui sont dans le collimateur américain, Airbus. Airbus est le premier fleuron qu'il aime avoir, il aime avoir BNP. Et n'oubliez pas que la Société Générale vient de payer 3 ou 4 milliards de dollars de pénalité aux États-Unis, avec toutes ces lois. Donc il va falloir peut-être qu'un jour, on se réveille les Européens, parce qu'ils sont tous bien gentils, c'est tous Macron, Merkel et compagnie, mais tout compte fait, si vous êtes toujours des entreprises européennes, il va falloir que ces gens se réveillent et que nous, on fasse comprendre aux gens aussi qu'à la limite, le comportement des Américains est un comportement dangereux, quand on est, il faut être ou les vassaux, ou sinon les ennemis. Ça, là, je crois que c'est François à pouvoir pas mal parler de ces questions de souveraineté, et juste en petit morceau là-dessus, mais c'est tout à fait vrai. Et quand justement on va à Airbus, au salon du Bourget, où on rencontre les responsables d'Ariane Group, ils nous disent mais
peut rien faire. En fait, Airbus, les avions Ariane, tout ça, c'est l'État dirigiste français, c'est le plan qui a permis de faire ces grandes entreprises et ces bons technologiques. Mais depuis, ça a été mis en 12 groupes à travers l'Europe. Lui, il fait les boulons, l'autre, il fait les vis, lui, il fait la tôle au blé. Et le résultat, pour prendre une décision, c'est totalement impossible. Et puis, ça a été distribué dans un tas d'entreprises qui, pour une bonne partie d'entre elles, ont les doigts pris dans des boîtes américaines. Alors, pour agir, pour faire quoi que ce soit, on ne peut rien faire. Et puis, vous pouvez tomber sur un patron d'Airbus, qui est l'allemand, qui est un pro-américain, qui a ouvert une usine à Atlanta, qui est en train de livrer tous les secrets industriels, tous les secrets commerciaux d'Airbus aux États-Unis, de facto, parce qu'il ne veut pas que Airbus paye une amende, parce que je ne sais pas quand, quelqu'un aurait donné un pot de vin à je ne sais quel pays pour qu'il achète des Airbus. C'est ça mais en fait, l'affaire est de livrer tous les secrets commerciaux qui vont effectivement être bénéfiques à Boeing, qui eux font de même, mais pour une raison de souveraineté, je crois. Font que les États-Unis ne les attaquent pas eux, mais attaquent exclusivement les entreprises étrangères. Et Alstom, c'est une autre. Franchement, on a un président, qui n'arrange pas, c'est un président qui est un traître à la République. Il est responsable. Il y a un rapport parlementaire, c'est un rapport parlementaire dirigé par un républicain qui a voté à l'unanimité il y a 2 mois. C'est quoi vous buvez stipulant que c'est un abandon d'entreprise aucun intérêt autre que de filer 4,5 milliards à Bank of America, Rothschild, plan club parce qu'on a... Et tout le truc était chapeauté, organisé par... parce qu'on n'a pas le droit d'avoir une 4e catégorie. Pour moi, on a idiot de ex-président, parce qu'il a écrit quand même dans son livre. Il n'est pas coca. Alors, je sais pas, soit il ment, donc c'est inadmissible, soit il n'a vraiment pas été pas au courant de ce qui est fort possible. Et là, c'est ridicule. C'est un président de la France, il a laissé vendre Alstom. Bon, on n'est pas militaire, mais Alstom, on est quand même, on est un des pays qui a la dissuasion nucléaire. Et on retrouve surtout sur les sous-marins nucléaires. Eh ben, les chaudières des sous-marins nucléaires sont fabriquées, mais les parties. Alstom. Voilà, donc maintenant, on n'a plus le brevet sur qui assure la pérennité de la défense nucléaire française. Merci, on n'a plus l'acier non plus. Donc, il y a une guerre, on n'est pas bien. La capitale du Sahel, c'est la même chose. C'est très complexe, effectivement, à expliquer tout ça aux gens. On va prendre encore une question, si vous voulez bien, puis on va attaquer le couscous. Avec l'accord sur l'Iran, les transactions avec Total, PSA, ont lieu en dollars. Et donc, si ces transactions ont lieu, les États-Unis peuvent réaliser ces entreprises. Oui. Et qu'est-ce qui oblige ces entreprises à avoir avec l'Iran des transactions en dollars? Le commerce international. C'est encore plus compliqué là, parce que c'est pas la transaction en dollars vous expose aux lois américaines. Mais là, c'est même pas ça, c'est que là, Trump veut relancer des sanctions contre l'Iran. Et là, vous tombez sur d'autres lois américaines qui disent que si vous avez une entreprise faisant du commerce avec un pays sous sanction des États-Unis et ayant des intérêts aux États-Unis, elle est sanctionnable également parce qu'elle. D'accord, genre, avec les c'est simplement la transaction, c'est pas la monnaie. Mais là, il n'y a même pas besoin. En plus, là, c'est la première. Après, c'est la monnaie. Et pour la deuxième partie de la question, il faudrait. Pour la deuxième partie de la question, il faudrait pouvoir échanger dans une autre monnaie, mais ce n'est pas la logique du tout ni de l'Union européenne, ni de la France. On est dans les maillots sanitaires, c'est le RICS qui font ça. Et c'est pour ça que ce n'est. Là, pareil, je le précise dans la caméra, quand Jean-Luc Mélenchon, dans nos articles, on dit qu'on est intéressé par les BRICS, on est intéressé justement par ça, par avoir un moyen de pression en tant qu'État libre et indépendant, de faire du commerce avec qui on veut, et puis si on commerce en euros, en yuan ou en je sais pas quoi, en pesos, ben, c'est pour ça qu'ils ont peur. Ils ont peur des Chinois d'ailleurs. Hein. Ils ont peur des Chinois parce que c'est vraiment les Chinois qui sont maintenant la première puissance financière du monde. Hein.
Voilà. Et donc, on dit, oui, ce que font les BRICS dans ce domaine nous intéresse. Ça ne veut pas dire du tout, hein, on veut faire une alliance ni avec les Chinois, ni avec la Russe, militaire. Pas de chinoise. Bon, fini, non? Alors, couscous royal, Couscous. c'est l'international du couscous. C'est... Bonjour à toutes et à tous, celles et ceux pour qui j'ai pas eu l'occasion de le dire de vive voix tout à l'heure. D'abord, moi aussi, comme Georgie, je voudrais vous remercier pour l'invitation, pour ce moment, parce que c'est important de retrouver un cadre comme ça, un peu ce format banquet républicain. Il paraît que le terme est désuet, mais pour certains d'entre nous, je pense qu'il a du sens. Voilà, on sait de quelle histoire nous sommes issus les uns et les autres. Et finalement, ce fil de la Grande Révolution française et ce que nous célébrons tous les ans le 14 juillet, ça a du sens, ça vient de là, et c'est ensuite à la base de la République quand elle a enfin pu être proclamée de manière durable au XIXe siècle. Et puis pour moi, je dois l'avouer, c'est aussi très particulier de venir à Arras. Certains le savent parce que j'ai une appétence toute particulière pour certaines personnes qui sont passées par ici. Moi, quand on me dit Arras, je pense tout de suite à Louis XI et au fait que la souveraineté dont on va parler dans un instant, elle a réellement commencé à prendre corps ici, dans cette ville, quand Louis XI a réussi à mettre à mal le duc de Bourgogne et à créer finalement ce qui allait devenir l'État. Et puis ça fait sens pour moi parce que je sais aussi que Charles de Gaulle il a fait des passages importants à une époque en tant que militaire. Et puis là, le fil est plus facilement tracé parce que ça fait partie des gens auxquels je me réfère régulièrement. Bien sûr, vous le savez mieux que moi, c'est la ville de Maximilien Robespierre. Donc voilà pourquoi moi ça me fait plaisir de venir parler de souveraineté dans cette ville, parce que les trois exemples que je viens de citer, finalement, nous y ramènent et nous donnent une grande continuité historique sur cette question. Alors si je vous parle de continuité de souveraineté, c'est pas juste parce que je suis à Arras, c'est parce que le thème est posé dans le cadre de l'élection européenne qui est devant nous et qui aura lieu le 26 mai prochain, le 26 mai 2019. Cette élection européenne, Georgie le disait tout à l'heure, elle fait vraiment sens parce que c'est le début du cycle électoral qui nous porte vers 2022 où ce sera l'élection présidentielle française et le moment où on pourra réellement changer les choses. Mais donc ce cycle électoral commence dès l'élection européenne. Je pense que personne n'a de doute sur le fait que la façon dont nous allons traiter l'élection européenne l'année prochaine donnera nécessairement un sens, une ligne stratégique, une orientation pour les élections locales, municipales, départementales, régionales de l'année suivante, 2020 ou 2021, quand bien même on ne sait pas encore ce que deviendront départementales et régionales. Et bien évidemment, l'entrée en eau de l'élection présidentielle qui aura lieu en 2022 se fera à ce moment-là. Donc, la ligne stratégique, l'orientation, ce vers quoi vont se reconnaître les Françaises et les Français, se définit aussi dans l'orientation que nous allons porter à l'élection européenne. Et pour ma part, je pense que la question de la souveraineté, et notamment de la souveraineté populaire, doit être un enjeu décisif dans cette élection. A priori, je ne suis pas le seul à le penser, ou plutôt, M. Macron a fait une analyse complètement inverse. Il fait peut-être la même analyse à la base, mais il en tire des conclusions totalement opposées. Puisque vous avez sans doute constaté que, dès son élection, il a posé sur la table, lors d'une interview fin août, mais surtout lors d'un discours à la Sorbonne au mois de septembre, d'un discours à Athènes le même mois, et puis ensuite lors de ses vœux devant les Françaises et les Français le 31 décembre, la question, le postulat de la souveraineté européenne. Alors les médiacrates BA qui ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez ont bien trouvé à redire souveraineté européenne, voilà deux mots, ils ont l'impression de connaître l'un et l'autre, on les accole et pour eux tout va bien, avancez Madame la Marquise. Sauf que tout ça a un sens extrêmement nouveau. La souveraineté, ça vient du latin superanus, et ça veut dire ce qui est au-dessus de tous les autres dans son genre. Autrement dit, il ne peut rien avoir de supérieur à la souveraineté. Or, ce que nous propose M. Macron avec l'idée même de souveraineté européenne, ce n'est pas juste une souveraineté de plus, une souveraineté qui passerait par-dessus les souverainetés existantes, de par l'essence même de ce qu'est le mot souveraineté. C'est quelque chose qui va se substituer aux souverainetés qui existent aujourd'hui, notamment à la souveraineté nationale, mais la souveraineté nationale elle-même n'a de sens que parce qu'elle est l'émanation de la souveraineté populaire. Le cadre national est le cadre dans lequel s'exprime le plus naturellement et avec le plus de force la souveraineté populaire qui est à la base pour nous du pouvoir de décision.
Donc, M. Macron a mis cet objet sur la table et il faudrait faire comme si nous n'avions pas vu qu'il est en train de définir quelque chose de nouveau. Sauf qu'il sait très bien ce qu'il fait en faisant ça. D'abord, il tend le piège politique. Il dit, soit vous êtes pour la souveraineté européenne, et si d'une manière ou d'une autre vous êtes pro-européen, vous devez vous ranger derrière moi. Le piège a marché. On a vu une tribune de Europe Écologie Les Verts il y a 2 semaines dans le JDD, je crois, où ce qui était au cœur de la tribune, c'était la souveraineté européenne, la souveraineté européenne, la souveraineté européenne, la souveraineté européenne. Je le répète 4 fois, parce que le mot était 4 fois en 10 lignes. Donc, ceux-là vont devoir se ranger derrière celui-là. Peut-être iront-ils avec M. Hamon. Ça tombe bien, il a repris à son compte le lendemain, dans une interview dans Libération, lui aussi, le terme de souveraineté européenne. Donc, tous ces gens-là vont être vampirisés par M. Macron, qui va se constituer un espace dans lequel il voudrait créer une dichotomie entre tout ce qui serait pour l'Europe, prétendument pour l'Europe, devrait être avec lui, et tous les autres, quelles que soient les nuances, quelles que soient les remarques qu'il pourrait faire sur l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, seraient rangées dans un même sac au rang des extrémistes. Et c'est dans ce sac-là, bien évidemment, qu'il voudrait ranger la France insoumise, qui a des réserves, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le fonctionnement actuel de l'Union européenne. Alors, j'y reviens dans un instant. Mais si M. Macron s'est engagé dans cette voie, il l'a fait à dessein. Il est parti, je crois, d'une analyse du fonctionnement démocratique de l'Union européenne qu'on peut peut-être partager avec lui. L'Union européenne, aujourd'hui, porte le continent à l'agonie en termes démocratiques. On l'a tous en tête, bien sûr, nous autres, le nom au traité constitutionnel de 2005, et d'ailleurs aussi le nom des Néerlandais sur lequel l'Union européenne s'est assise en faisant valider et avaliser le traité de Lisbonne, qui n'était jamais que la ressucée du texte précédent, faire avaliser ça 3 ans après. Mais entre-temps, entre ce moment-là et aujourd'hui, c'est une descente aux enfers démocratiques qui conduit aujourd'hui à un stade de paralysie extrêmement avancé. Dès lors que les peuples ont commencé à s'insurger et à se positionner fortement contre le fonctionnement tel qu'il était de l'Union européenne et les politiques qui étaient impulsées par cette Union européenne. Je parlais de 2005. Les majorités d'alternance, telles qu'on les connaissait jusque-là, entre le bloc de la démocratie chrétienne et le bloc social-démocrate, chez nous en France, entre l'UMP, RPR, les Républicains, je ne sais pas quoi, et le Parti socialiste, toute cette alternance, tout ce passage de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, d'élection en élection, capacité de régler la question catalane, et que dès lors que le PP a été reconnu en tant qu'organisation coupable de corruption en Espagne il y a 15 jours, il a eu une motion de censure parlementaire qui lui a été proposée, et que donc le gouvernement est tombé. Sauf que le gouvernement qui est aujourd'hui en place, un gouvernement monochrome mis en place par le PSOE, le Parti socialiste ouvrier espagnol, ce gouvernement n'est pas tiré directement des urnes. C'est la première fois depuis la transition démocratique en Espagne de 1978 qu'il y a un gouvernement qui vient par voie purement parlementaire, sans passage aux urnes. Je vous demande de mesurer ce que ça signifie. On avait eu l'épisode 2 jours avant de l'Italie, chacun a vu ce qui est sorti des urnes, on peut penser ce qu'on veut, des différents mouvements qui sont sortis des urnes, mais toujours est-il que le choix, la tentative de mise en place du gouvernement qui a été faite en Italie, a reçu un veto du président de la République, mais qui en réalité n'était jamais que le perroquet de Bruxelles, qui a refusé, dans un premier temps, le ministre des Finances tel qu'il était proposé, et pour, au final, avec une proposition d'un ancien membre du FMI. Autrement dit, la caste recase les siens pour empêcher toute politique qui ne rentrerait pas dans le cadre voulu par l'Union européenne. Mais on pourrait continuer ce tour d'horizon parce qu'on a les mêmes modèles. Regardez la difficulté qu'il y a eu en Allemagne, pour constituer la grande coalition. L'Allemagne est pourtant habituée au modèle de grande coalition. Et pourtant, les élections ont eu lieu en septembre 2017. Le gouvernement de Mme Merkel n'a finalement vu le jour qu'en fin janvier, début février 2018, sur un contrat de gouvernement dont tout le monde est amené à penser qu'il est assez complexe à mettre en œuvre, et que donc même ce modèle-là de grande coalition qui est apparu a du mal à fonctionner. Quant à M. Macron, il est une grande coalition à lui tout seul. Il avait senti le vent du boulet, et lui, il a proposé autre chose. Il est resté dans le modèle grande coalition, mais il l'a construit exclusivement autour de lui. Toujours est-il
que le vote, le passage à l'urne lui-même, n'est finalement aujourd'hui plus qu'un des temps de la conquête ou de l'exercice du pouvoir. Il ne se suffit plus à lui-même dès lors que le passage aux urnes peut être remis en cause, soit par l'Union européenne, soit par des tripatouillages politiques, etc. Donc il faut prendre conscience de cela. Et je crois que M. Macron l'a fait. Il dit, pour impulser la politique européenne, pour faire en sorte que la politique ordolibérale, pour le dire vite, qui est impulsée depuis Bruxelles, puisse ensuite ruisseler dans les différents pays, il faut des émissaires coloniaux. C'est ce qu'on avait jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les dirigeants de la caste, toujours les mêmes, qui d'un pays à l'autre étaient interchangeables. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une paralysie démocratique qui s'installe lors des élections, et donc M. Macron dit, ah ben puisque c'est ça, puisque les cadres nationaux sont des cadres qui vont nous créer de la difficulté à appliquer ces politiques, et bon, eh bien, allons au-delà. Franchissons le pas et créons une nouvelle souveraineté européenne. Bien sûr, tout ça derrière crée une cascade au niveau, y compris philosophique, parce que créer une souveraineté européenne, ça veut dire postuler dès le départ qu'il existe un peuple européen. Un peuple européen. Or, le peuple, il existe un peuple français, il existe un peuple allemand, un peuple espagnol, mais qui sont sur des réalités, sur des constructions qui toutes se respectent, mais qui sont différentes. Le peuple français est un peuple politique. Ce qui constitue la nation, c'est le contrat politique. Le peuple allemand se constitue sur des bases ethnico-culturelles. Voilà, c'est un choix, c'est une histoire. Ça a été fondé politiquement et philosophiquement. Il y a qui a travaillé en Allemagne. Tout ça a du sens. Et je ne demande pas au peuple allemand de changer. Et je respecte la spécificité de chacun des peuples. Mais aujourd'hui, on voudrait passer par pertes et profits tout cela au nom d'un peuple européen créé, en fait, de fait, ex nihilo. Ex nihilo. D'ailleurs, il a été reconnu que ce peuple européen n'existait pas. La question avait été posée en Allemagne après l'adoption du traité de Lisbonne et la cour de Karlsruhe, à l'époque, pour dire qu'il n'existait pas de peuple européen. Donc, voilà l'engrenage dans lequel veut nous amener M. Macron. Et la réponse à ça doit être que le peuple ne peut pas être dessaisi de la sorte. Chacun voit bien que dès lors que le cadre global de pensée serait exclusivement européen, les peuples n'auraient plus voix au chapitre, ce qu'ils jugent être bon pour eux, sur leur propre territoire, mais pour nous Français, dans le cadre de communauté politique avec laquelle nous avons pactisé. Enfin, c'est Rousseau, c'est le contrat social. Je suis d'accord pour aliéner une part de ma souveraineté dans un cadre collectif, dès lors que je la trouve magnifiée dans ce cadre et plus grande telle qu'elle en ressort. Cette construction-là n'existe pas aujourd'hui, pas à ce stade. Elle existera peut-être un jour au niveau européen. Aujourd'hui, elle n'existe pas. Donc, elle ne peut pas se décréter. Et ce que fait Macron en mettant au cœur de sa campagne, au cœur de l'enjeu européen, l'idée de souveraineté européenne, c'est qu'il décrète ce peuple européen et c'est qu'il décrète cette nouvelle souveraineté qui efface toutes les autres. Alors, bien sûr, il fait ça de manière un petit peu maligne. Il parcellise la souveraineté. Vous avez peut-être vu que dans son discours à la Sorbonne, il proposait d'avancer sur les questions de souveraineté en matière de sécurité, de défense, de politique migratoire, de politique étrangère, de transition écologique, de numérique, d'économie, d'industrie et de monnaie. D'accord, c'est tout, allez-vous me dire. Mais le fait de le faire comme ça, le fait de parcelliser les choses, c'est une déconstruction de la souveraineté pour faire avaler l'idée même qu'on est en train de la perdre. Et je me permets de citer un grand discours qui a été celui de Philippe Séguin en 1992. Vous voyez, c'est pas a priori les canons auxquels je me réfère d'habitude, mais c'est un beau discours sur les questions de souveraineté qui a été prononcé à l'Assemblée nationale en 1992 au moment du traité de Maastricht. Et écoutez bien ce que disait Philippe Séguin. Il disait « Il est de bon ton aujourd'hui de disserter à l'infini sur la signification même du concept de souveraineté, de le décomposer en menus morceaux, d'affirmer qu'il admet de multiples exceptions, que la souveraineté monétaire ce n'est pas du tout la même chose que l'identité collective, laquelle ne courrait aucun risque, ou encore que l'impôt, la défense, les affaires étrangères, au fond, ne jouent qu'un rôle relatif dans l'exercice de la souveraineté. Toutes ces arguties n'ont en réalité qu'un but, vider de sa signification ce mot gênant pour qu'il n'en soit plus question dans le débat. La méthode est habile, en présentant chaque abandon parcellaire comme n'étant pas en soi décisif,
on peut se permettre d'abandonner un à un les attributs de la souveraineté sans jamais convenir qu'on vise à la détruire dans son ensemble. Eh bien, voilà à quoi nous sommes confrontés avec cette élection européenne. Et c'est pour ça que cette élection européenne prend un sens et un tour tout particulier. Je le dis avec toute la gravité qui s'impose à cette étape. C'est un point de non-retour. Nous avons eu des élections à chaque fois. Mais si nous franchissions un pas de plus, si nous devions avaler à notre corps défendant et dans le silence assourdissant des élitocrates et des pseudo-chroniqueurs qui sont censés nous révéler les choses, si nous devions avaler à notre corps défendant cette idée de souveraineté européenne, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. C'est pourquoi je souhaiterais que nous en fassions l'un des axes de notre campagne. La force qui avait été celle de notre campagne de 2005 pour le non au traité constitutionnel européen, c'est que nous avions été capables de faire de l'éducation populaire sur ces questions-là. Et je crois que la disponibilité des esprits est aujourd'hui au moins aussi grande qu'à l'époque. Je ne crois pas que nous pourrons aller voir les gens et leur dire « nous allons améliorer l'Europe parce que nous allons faire un petit peu plus de social, parce que nous allons faire un petit peu plus d'écologie dans ci ou dans ça ». Personne ne nous croira. Personne dans ce pays, personne en Europe ne peut nous croire. Plus personne ne peut croire qu'on peut changer les choses de l'intérieur. Il faut aller voir les gens pour leur dire « reprenez votre destin en main, c'est à vous de choisir, ne vous laissez pas voler le pouvoir de décider ». Voilà pourquoi je plaide pour cette élection européenne. Et dès lors qu'on fait ça, il faut se donner les moyens et les leviers de le faire. Par exemple, il ne faut pas transiger sur la question de la désobéissance au traité européen. La désobéissance au traité européen est le premier acte à poser pour commencer à créer le rapport de force pour derrière le plan A, le plan B, etc. On pourrait discuter de ça, mais le premier acte à poser, c'est la question de la désobéissance au traité européen et sur les questions que le peuple français juge importantes de remettre en place sa décision en mettant en place par exemple le principe de non-régression sociale et écologique. Voilà, s'il faut mettre un contenu à ça, ce que je souhaite. Je dis qu'il faut faire ce franchissement de seuil aujourd'hui parce que tout le panorama européen que je vous ai décrit tout à l'heure et qui visait à montrer un moment de blocage démocratique. On voit bien vers quoi il tend aujourd'hui. Ceux qui sortent renforcés de cette séquence, c'est l'extrême droite. Partout en Europe. Partout en Europe. Si nous avions dû retourner aux urnes en Italie, parce que l'Union européenne avait mis son veto, personne ne doute que ceux qui seraient sortis renforcés, et d'ailleurs les sondages le montraient, c'était la Lega, c'était la Ligue. Pas le mouvement 5 étoiles, qui restait au stade haut militaire. Par contre, la Ligue, le volet de la droite la plus dure. En Espagne, c'est Ciudadanos qui sortirait renforcé. Pareil en Allemagne, quand on voit qu'il y a un blocage démocratique, on a vu des partis ouvertement néo-nazis arriver pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale au Bundestag. Donc cette leçon-là vaut partout. Elle vaut d'autant plus que la droite, aujourd'hui, se radicalise partout. Ça aussi, c'est un phénomène massif en Europe. Donc il nous faut, nous, pouvoir porter un débouché à ce dégagisme-là. Un débouché humaniste, universaliste, et nous ne pourrons le faire que dès lors que nous aurons acquis à nouveau la crédibilité de pouvoir changer les choses. Nous ne nous contentons pas de dire que nous ferons mieux et que nous ferons ce que nous pourrons dans ce cadre-là. Nous savons que ce n'est pas par le Parlement européen que nous arriverons à transformer les choses. Je l'ai dit au début de mon propos. L'élection européenne, c'est le début d'un cycle électoral qui nous amène sur la présidentielle, qui, elle, permettra de changer les choses. Par contre, il faut que nous soyons suffisamment forts au Parlement européen pour aller le subvertir de l'intérieur, pour y aller, pour aller faire la chasse aux lobbyistes, pour aller faire la chasse à celles et ceux qui veulent s'affranchir des peuples à chaque fois. Il faut que nous puissions aller à l'intérieur pour le pervertir autant que nécessaire et pour porter une parole populaire, mais surtout pour faire reconnaître au peuple, français, allemand, espagnol, italien, ce qui se trame derrière ces lambeaux. Finalement, la souveraineté européenne de M. Macron, ce n'est jamais que la dernière étape vers l'impérium technocratique. Dès lors que le pouvoir serait tellement dilué dans un espace tellement grand que tout ça fait qu'il n'y a plus de prise de décision par les politiques issus du peuple, mais que le pouvoir est confié uniquement et exclusivement à la technocratie bruxelloise et finalement à la caste et au marché que nous voyons à l'œuvre depuis des années. Alors cette question n'est pas nouvelle, elle était au cœur, je crois, de grandes discussions. J'ai commencé, parce que je vais m'arrêter là pour laisser plutôt la place à la discussion, j'ai commencé par citer
plusieurs personnes qui sont passées ici à Arras et qui sont attachées à l'histoire de cette ville. Eh bien, mon livre, j'ai sorti un petit bouquin justement pour traiter de ces questions-là. J'ai étudié les discours de M. Macron et j'essaie de les disséquer dans ce livre et puis de revenir sur le concept de souveraineté. Et j'ai commencé ce petit livre qui s'appelle Alerte à la souveraineté européenne, la chimère de Macron contre la souveraineté populaire. J'ai commencé par ce livre par deux petites citations que je me permets de vous lire et je m'en arrêterai là. Et je vous laisse juge de voir à quel point nous avons tourné ou pas la page et du travail qui nous reste à accomplir. La première est de Charles de Gaulle, qui disait « La démocratie, c'est le gouvernement du peuple exerçant la souveraineté sans entrave ». Et la deuxième, c'est celle de Maximilien Robespierre, qui disait que « La source de tous nos maux, c'est l'indépendance absolue, où les représentants se sont mis eux-mêmes à l'égard de la nation sans l'avoir consultée. Ils ont reconnu la souveraineté de la nation et ils l'ont anéantie. Ils n'étaient de leur aveu même que les mandataires du peuple et ils se sont fait souverains, c'est-à-dire des despotes, car le despotisme n'est autre chose que l'usurpation du pouvoir souverain. » Merci. Je sache que quand même la France a voté pour le traité de Maastricht qui donnait la souveraineté dans certains domaines, et pas des moindres. Je pense à toutes les questions monétaires, aux questions d'environnement, sur la politique agricole commune, etc. Donc, d'après on a déjà perdu une partie de notre souveraineté. Alors, est-ce que, dans ce que vous dites, on a l'impression que la souveraineté européenne, elle n'existe pas, elle est déjà en partie. D'accord moi, c'est ce que j'ai compris, c'est-à-dire que les décisions se passaient en d'autres méthodes. Les États doivent, à trancher, donner, même si c'est la Constitution constitutionnelle, on est quand même le peuple français avec l'accord qu'on a traduit à Maastricht. Et Maastricht est la monnaie. Je veux dire, les politiques économiques, l'abandon de quelle stratégie, etc. Donc on a laissé finalement, ça dépend de la souveraineté européenne, dont vous parlez. Elle est déjà à l'œuvre. Donc je ne sais pas si je n'ai pas bien compris votre discours. Mais j'entends ta question. On prend des questions et je réponds après. Je suis embêté parce que je ne mets pas du tout en cause personnellement, mais le discours politicien, on peut faire programme commun avec le Front National demain matin. Je dis comme je pense. J'ai écouté Marine Le Pen de France Culture jour. Elle tient à peu près le même propos. Il faut revenir à une Europe des nations, revenir à la souveraineté populaire, etc. Après, il y a des choses qui meurent. Dire qu'il n'y a pas de peuple européen, moi, ça me heurte. Parce qu'il n'y a peut-être pas de peuple européen, mais il y a une grande identité européenne, une grande identité culturelle. Je pourrais citer Kant, Hegel, Spinoza, Hobbes, Locke, Diderot, Voltaire, Rousseau, enfin, toute la philosophie des Lumières, sur laquelle quand même sont bâties nos démocraties, elles viennent quand même de l'Europe et d'un sentiment européen. Ça ne va pas l'idée de dire, ça y est, la nation française, c'est vraiment la souveraineté du peuple, puis tu parles de l'Allemagne en disant que c'est un regroupement ethno. J'ai pas l'impression, pour avoir été en Allemagne, qu'elle soit moins démocratique que la France, à l'intérieur de l'Union. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas leurs problèmes aussi. Donc cette idée de se replier sur des souverainetés nationales, etc., en disant, ouais, tout ça. Alors, je ne dis pas non plus que la construction européenne est effectivement une construction ordolibérale, que c'est très difficile de la réformer de l'intérieur, je n'ai pas la solution. Mais le discours, franchement, me gêne. Ce discours nationaliste, parce que c'est pas autre chose, c'est un discours très proche de celui de Marine Le Pen, sur le fond. Ouais, moi, ça me gêne. Voilà. Ouais, peut-être qu'on est d'accord avec eux. Bon. Alors moi personnellement, je suis plutôt choquée par le genre de discours que... On n'entend pas, madame. Je suis plutôt choquée par le genre de discours que vous venez de tenir, parce que je trouve que quand même c'est un peu trop facile de nous dire toujours... vous parlez, le Front National s'étant mis à la remorque et reprenant un certain nombre de choses, on pourrait faire programme commun avec eux, ce dont je lutte fortement. Il n'empêche que moi je me rappelle, en 2005, il n'y a pas que les Français et les Néerlandais pour avoir voté contre la Constitution européenne.
dont je rappelle quand même qu'elle faisait quelque chose comme 350 pages, je sais parce que je l'ai étudié, qu'elle intégrait des tas de trucs à la loi. Les Irlandais, ils ont voté 3 fois pour finalement bien voter et l'adopter. D'accord, on les a fait voter 3 fois, les Irlandais, parce que ça ne pouvait pas passer autrement que par référendum. Les Espagnols, ils ont voté sur cette constitution sans en avoir eu le texte. Et puis, je me rappelle à l'époque, puisque je travaillais à la Chambre de commerce, qu'il y avait eu une étude qui avait été faite à propos de cette constitution, de ce projet de constitution européenne, et qui montrait que, d'après les sondages, les études, etc., si tous les pays, les États avaient convoqué comme ça des référendums de leur population pour l'adopter ou pas, elle aurait été massivement rejetée dans tous les pays, y compris l'Allemagne. Bon, ensuite, effectivement, dire qu'il y a un peuple européen, je ne sais pas trop ce que ça veut dire un peuple européen. Il y a des gens, effectivement, qui ont un fond culturel commun, avec quand même énormément de différences. Je veux dire, le peuple français, on sait, se passionne pour la politique, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre d'autres. Le peuple espagnol, lui, de nos jours, je peux vous dire qu'ils en sont encore à pourrir les fachas, comme ils disent, et c'est pas eux qui vont demain donner le pouvoir à des mouvements d'extrême droite. Donc il y a quand même d'énormes différences, déjà à l'intérieur des pays, parce que nous, entre les Corses et les Flamands, je ne suis pas sûr que tout soit bien clair. Et ensuite, prétendre que la superstructure européenne actuelle rend compte des intérêts des différentes populations, je voudrais bien savoir comment on définit, puisqu'il n'y a rien qui permette de transférer les demandes des populations à cette superstructure qui, elle, est complètement... bon. Et puis, je voudrais parler quand même, parce qu'on a déjà commencé à connaître ça en France, on voit bien que tout ce qui était les politiques de proximité, les maires, les départements, les régions. Maintenant, on a une grande région. Alors ici, par exemple, ce qu'on appelle les Hauts-de-France, c'est un sacré bazar, hein, parce que entre Lille et Amiens, entre le Maubeuge et l'Oise qui est plus parisienne, etc., c'est bien fait exprès. C'est bien pour que les hommes politiques, les élus, soient le plus éloignés possible de leur mandant. Et on voit bien aussi à quel point, par exemple, on l'a vu aux dernières élections présidentielles et législatives dans cette région, où il y a beaucoup de villages, etc. Dans les villages, outre effectivement une très très forte abstention, il y a aussi un fort vote pour le Front National. Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement délaissés. Je veux dire, vous habitez dans un village, vous n'avez pas beaucoup de moyens, et ben, vous ne pouvez pas en sortir, vous ne pouvez pas aller nulle part, etc. Donc je ne crois pas que le fait d'éloigner au maximum les élus de leur mandant soit une marque... alors, et ne parlons pas des langues. Hein. Bon, alors, vous parlez hongrois, vous parlez polonais, vous parlez... bon, voilà. Donc on ne peut pas se comprendre si on ne peut pas discuter ensemble. Mais parce que avec tout ça, il faudrait peut-être une Franck Michelak d'origine polonaise. Voilà, comme ça. Ah. Franco-polonaise. Juste très rapidement, parce que je ne suis pas un orateur, je ne suis pas quelqu'un de quoi que ce soit. Je suis un militant, c'est tout. Et je crois en mon cœur et je crois surtout en notre réunion. Maintenant, ça, c'est l'introduction. Monsieur, ce que vous dites, madame, ce que vous dites, vous êtes en train de vous répondre et on n'avance absolument pas. Et je vais vous dire pourquoi.
il y a trois raisons fondamentales. Monsieur, vous pensez que l'Europe est un poudre de perlimpinpin, c'est ça? Non, je ne pense pas que l'Europe est la poudre de perlimpinpin. Mais je dis que l'Union européenne, là je vais sortir de la salle politique, l'Union européenne, c'est pas seulement, si vous voulez, une institution néolibérale faite pour les capitalistes. C'est un peu plus. Déjà le mot capitalisme, je ne sais pas si dans le mot. Attendez, des formations professionnelles. Est-ce que le mot capitaliste, dans votre tête, est-ce que c'est positif ou négatif? Maintenant, je vais m'adresser à madame en disant, vous avez très bien fait, effectivement, ils ont rejoint la haute, ce qu'on appelle la Gironde, la Haute-Gironde, les Hauts-de-France, etc. Ça, c'est des mots. Ça, c'est du concept. Ça, c'est du macronisme. Et vous êtes en train de parler comme eux. Alors que vous les haïssez. Alors, ce que je ne comprends pas, non, mais je ne parle pas pour vous, monsieur, je parle à madame, ne soyez pas le centre du monde. Non, laissez-moi quand même m'exprimer. J'essaye de trouver une solution de débat correct avec monsieur, vous, madame et l'autre qui prennent la parole. Et d'ailleurs, je vais le dire tout de suite parce que je ne suis pas dans la capacité intellectuelle d'aller. Il y a quelqu'un qui demande la parole, donc je vais lui laisser, d'aller plus loin. Mais ce qui m'importe, moi, excuse-moi Philippe, je vais te laisser la parole, façon d'homme en tout cas, parce qu'apparemment on est dans une secte, c'est pas, enfin, monsieur, vous jugerez par vous-même. Je crois qu'on est en train de complètement élaguer les problèmes, les vrais problèmes, c'est-à-dire les vrais problèmes. Pourquoi on est autour de cette table? Pour manger un couscous royal? Est-ce qu'on est autour de cette table qui n'est pas un couscous royal? Du gauche parce qu'on a vu Georgie qui est ou monsieur, ou parce que c'est l'Assemblée nationale, etc., etc. Est-ce qu'on est là autour de cette table pour être plus intelligent que les autres parce qu'on a tapé sur l'épaule à l'autre? Est-ce qu'on est autour de cette table parce qu'on est pro-Robespierre et qu'on habite Arras? Est-ce qu'on est autour de cette table parce qu'on a été voté ou pas voté? Vote blanc, nu, abstention? Attention, les abstentions, c'est toujours pas pris en compte, mais non, je vais me taire parce que je suis absolument... Par rapport notamment à Madame ce qu'elle dit tout à l'heure, Maastricht est passé de justesse. Rappelez-vous, de justesse. C'est l'ouverture à la concurrence libre et non faussée. Ouais, j'ai voté Maastricht. Mireille avait raison. Comme Jean-Luc. Sur l'identité des peuples, par exemple. On était ensemble. On était ensemble. En 75 seulement. Hein. Donc ça fait quand même beaucoup de différences. Mais même Mitterrand a été déçu par Maastricht. Bien sûr, on sent européen qui veut être une Europe, mais une Europe qui protège, une Europe qui défend les gens comme nous, qui défend l'opprimé, mais pas cette Europe-là qui est que De Gaulle, dont le but est au début de Gaulle à Adenauer, effectivement, elle était certainement... Non, le premier but de l'Europe, c'est la paix. Qui a complètement dévié, qui est devenu l'Europe des banques, des paradis fiscaux. Un paradis fiscal... Le deuxième, c'était l'union économique et monétaire. C'est quoi la politique sociale? Cette Europe-là, elle n'est pas bonne. Et je l'ai dit une fois à Jean-Luc Mélenchon, à la fête de l'UMA, en 2013, et il m'a écouté, il m'a dit, c'est vrai, on en avait parlé un bon moment de cette Europe-là. Et il m'a écouté. Bon, François, il y a encore une question? Pierre? Oui, peut-être. Alors, en 2005, on avait voté contre le traité de Lisbonne, donc on nous l'imposait, hein, d'accord. Il faut oublier qu'au niveau démocratique, c'est déjà pas mal. Ce que je veux dire, c'est que cette Europe... C'est un référendum, mais de toute façon, 55 contre et 45 pour. Ça veut dire que le non l'emportait sur oui. On nous l'a imposé. Hein. Un déni de démocratie. D'accord. Traité de Lisbonne, avec le PS, Sarkozy avec le PS. D'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'Europe, où elle en est arrivée, c'est obligé que les gens soient plus d'accord.
vous avez les commissaires européens et les hauts fonctionnaires européens qui font ce qu'ils veulent. Le Parlement européen sert à quoi? Pas grand-chose, je m'excuse. Le Parlement européen est mis devant le fait accompli et qui fait la loi là-dedans. Les commissaires européens, les hauts fonctionnaires européens et les lobbies. Alors avec ça, au niveau représentation démocratique, je m'excuse du peu. Il est impensable que des gens qu'on envoie comme députés au Parlement européen ne puissent pas les représenter et soient méprisés par une caste qui a tous les pouvoirs, qui se croit tout permis, qui est surpayé, et qui vit dans sa bulle en fonction des lobbies et de tout ce monde-là. Donc il faut qu'on arrive à changer le système. C'est le système qui est mauvais. L'Europe par elle-même, c'était une très... Justement aux institutions européennes. Hein, parce que nos camarades ont mis le doigt là sur les commissaires et les gouvernements. Prennent des décisions, accompagner. Est-ce qu'on aura des propositions? Voilà. C'est pas les commissaires qui prennent les décisions. Non. Ah, ça se discute. Ça se discute beaucoup, ça. C'est neuf, hein. Neuf qui décident pour moi. Ouais. J'essaie de faire... Parce qu'ils mettent en application la loi et en faisant ça, ils décident bien les choses, les BPR. La question de tout à l'heure, parce que tu mets le doigt quand même sur quelque chose quand tu parles de Maastricht. Tu dis, est-ce qu'à partir de là, il n'y a pas eu une souveraineté européenne? Non, il n'y a pas eu une souveraineté européenne. Non, ça n'a rien Il y à a eu voir. à partir de Maastricht des transferts de compétences. Ouais. Tout à l'heure, j'ai fait la liste des compétences que M. Macron veut intégrer en termes de souveraineté européenne. Et parmi celles-ci, il y a des compétences qui ont déjà été transférées en tant que telles par Maastricht, justement, au niveau de l'UE, d'autres qui ne l'ont pas été. Mais par contre, tu places comme point de départ Maastricht, et tu as raison. Mais moi, justement, je crois que ce que le peuple décide à un moment donné, il peut décider lui-même, pas d'autres, hein, mais lui, il peut décider de le défaire. Et ce qui avait été décidé en 92 avec Maastricht pouvait être défait, et d'ailleurs c'était le sens du vote des Français, en 2005. Parce que faire tomber le traité constitutionnel européen faisait tomber derrière les traités avant. Vous savez comment ça marche les traités européens? Un traité, il englobe tous les autres traités qui sont en dessous. Donc à un moment donné, les Français se sont exprimés là-dessus. Et on s'est assis dessus, on s'est assis. Sarkozy et le PS, ils se sont assis allègrement. Sarkozy a été élu démocratiquement en annonçant dans sa campagne électorale Comme Hitler en 1933. Non, mais à un moment donné, tu vois bien quand même qu'à un moment donné, tu poses une question précise aux gens sur un sujet, ils décident, et puis tu remets la question dans un vaste programme électoral qui comprend tout le reste. Il y a des gens aujourd'hui, j'étais sur un plateau de radio la semaine dernière, qui disent oui, mais M. Macron avait déjà dit qu'il était pour la souveraineté européenne dans sa campagne. C'est vrai, il l'avait dit. Mais vous croyez que, honnêtement, entre toi et moi, les gens ils n'ont pas voté pour la souveraineté européenne quand ils ont voté pour Macron, quoi. Voilà. Donc, cette question-là, voilà. À un moment donné, quand ils ont été appelés à se prononcer là-dessus, en 92, en 2005, ils ont fait un choix en 92, ric-rac, mais ils l'ont fait, voilà. Et il faut... Voilà, le vote a été vraiment très limite, mais à juger, hein, c'est comme ça, c'est le principe démocratique. Il a été, il y a eu un vote en 2005 qui a été pour le coup beaucoup moins ric-rac, qui a été quand même largement à 55%, et donc, pour le coup, rien n'a changé. Donc, sur cette question-là, voilà, moi je veux qu'on puisse toujours, à chaque étape, reprendre la main. Et le principe aujourd'hui, et le carcan des traités, c'est ça, c'est que vous ne pouvez pas reprendre la main. Je reviens sur ton interpellation parce que elle est importante. Elle est importante et elle mérite justement, moi je la prends comme une invitation à la précision sur les choses. Bien sûr. D'abord, tu parles d'une identité large européenne et tu as cité un certain nombre de grands penseurs de ce continent. Je suis d'accord avec toi que tout ça crée un cadre culturel pour nous tous. Mais ce cadre culturel, il a évolué ensuite dans chaque pays. Je prends deux noms que tu as cités. Tu as cité Hobbes, qui est à la base de l'idée même de souveraineté et de l'idée de constitution d'un État. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer que Macron ne s'y est pas trompé. Lui, quand il parle de souveraineté européenne, il se réfère à Hobbes. Et il se réfère au Léviathan. Ouais. Qu'est-ce que c'est que le Léviathan? C'est le fait de ramener toutes les souverainetés individuelles en une. Mais attention, hein, Hobbes il s'arrête là. On ramène toutes les souverainetés à une entité unique. Il ne dit pas ce qu'est cette entité unique. En principe, il dit qu'il peut y en avoir trois. Soit la monarchie, soit l'aristocratie, soit la démocratie. Hobbes, à son époque, était pour la monarchie. Donc, peu importe. Je ne juge pas Hobbes là-dessus. Ce que je juge, par contre, c'est le fait que quand Macron se réfère à la question de souveraineté, il s'arrête à Hobbes.
Nous autres Français, l'étape après Hobbes, c'est Rousseau. C'est-à-dire que lui, la souveraineté qui se ramène à une souveraineté unique, c'est la souveraineté de l'ensemble. Enfin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Chacun qui accepte d'aliéner une part de sa souveraineté pour la retrouver magnifiée dans le collectif. C'est ça l'étape d'après, et c'est ça qui fonde pour nous la souveraineté populaire. Ce qui est autre chose que la souveraineté. C'est pour ça que moi, quand j'oppose à la souveraineté européenne la souveraineté populaire, tu parles du cadre national. Moi, je ne crois pas au cadre national parce que je fétichise la nation en termes de frontières. Je fétichise la nation dans le sens révolutionnaire et républicain français en tant que corps politique constitué. Voilà ce dont moi je parle. Voilà. Mais j'entends ton interpellation et je la prends pour autre chose aussi. Je la prends parce que je sais bien ce que j'ai fait dans mon petit exposé. Je n'ai pas été sur les contenus, sur ce que je voulais mettre dedans, sur ce qu'on met dedans, nous, sur une autre Europe. Mais je ne veux pas le faire parce que je ne veux pas mentir aux gens. Ce n'est pas vrai que nous irons au Parlement de Strasbourg et que nous pourrons décider de la politique qui sera menée. Je ne veux pas faire prendre des vessies pour des lanternes aux gens en leur disant nous ferons ça, ça ou ça. Nous ferons les choses quand nous aurons gagné en 2022 et notre programme, ça sera l'avenir en commun. Là, nous pourrons faire des choses. Mais j'entends ce que tu dis, ça veut dire qu'il faut malgré tout qu'on le redise. Mais voilà, il faut qu'on trouve une façon de le faire. J'ai pas encore la réponse, mais c'est ces échanges qui nous permettent d'avancer. Il faut qu'on remette du contenu, mais sans faire croire aux gens que c'est par là qu'on fera les choses. Donc pour moi, la première étape pour cette élection européenne, c'est faire comprendre aux gens qu'à un moment donné, on peut mettre un coup d'arrêt à ça et on peut reprendre la main. On peut reprendre la main. On ne changera pas les choses à Strasbourg, mais on peut reprendre la main. Et je le dis parce que ce combat, il est important. On me posait la question sur le vote de 2005 il y a 2 minutes. On estime que sur le vote sur le non de 2005, au sein du non, on estime que le non de gauche était autour de 66, peut-être jusqu'à 70%, et que le reste était un vote de droite, voire d'extrême droite. Moi, je le dis, je ne me résous pas à cette situation. Je pense qu'il y a des gens qui, à un moment donné, ont pu être attirés parce qu'ils ont envie que les choses changent par un vote qui n'est pas le mien, mais qui ne sont pas accrochés à ça. Et l'une des grandes vertus de notre campagne présidentielle, vous croyez quoi? Que Mme Le Pen a fait 21% et uniquement 21% alors qu'elle était donnée à 30% des sondages, ou plus de 30% un an avant, comme ça, par enchantement? Vous croyez que nous n'avons pas été capables, nous autres, d'aller chercher des centaines de milliers de voix, peut-être des millions de voix, de gens qui étaient perdus là-dedans, et que nous avons réussi à ramener à nous? Peut-être qu'ils ne sont pas encore définitivement avec nous, peut-être qu'il y a tout ce travail d'éducation populaire, d'éducation idéologique à faire. Mais ça, c'est le travail tous les jours, on fait pas à pas. Et moi, je suis content quand on va les décrocher et qu'on commence à les ramener sur le chemin de l'humanisme et de l'universalisme. C'est tout ce travail-là que nous faisons et je crois qu'on va devoir faire dans les élections qui viennent. C'est pour ça que j'axe ce discours sur ces questions-là. J'entends l'invitation à être plus clair. J'entends l'invitation, par exemple, j'ai évoqué le principe de non-régression sociale et écologique. J'entends l'invitation à valoriser cette question-là, à la valoriser sur le point de vue de la souveraineté, parce qu'on doit pouvoir décider. Mais pourquoi est-ce qu'on veut décider? Parce qu'on aspire à une vie meilleure pour chacun et qu'en élevant le niveau de vie, le cadre réglementaire pour les ouvriers, les salariés français, on tire aussi tout le monde vers le haut. C'est une position éminemment internationaliste, à mon sens. Donc j'entends qu'il faut aujourd'hui peut-être plus la développer en prenant cet axe-là. Et je termine d'un mot sur le cadre, sur les institutions. Peut-être que Georges pourra compléter parce que je le sais assez à l'aise sur ces questions-là. Moi, je fais des propositions. Les propositions, elles ont l'air parfois abruptes, mais par exemple, moi, je suis pour le droit de veto. C'est pas un truc nouveau, hein. Le droit de veto, c'est là-dessus qu'on a fait ce qu'on a appelé la politique de la chaise vide. Hein. C'était De Gaulle. Ça s'est pratiqué il y a 40 ans. À un moment donné, quand on a voulu retirer le pouvoir à certains pays de bloquer sur des décisions qu'ils ne veulent pas accepter. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord pour ce qui s'est passé il y a 15 jours, quand en catimini, les ministres du commerce de tous les pays de l'Union européenne se sont réunis et qu'entre eux, ils ont décidé qu'il n'y aurait plus besoin de consultation des parlements nationaux pour adopter les traités de libre-échange. Je ne suis pas d'accord pour que le TAFTA, le CETA, puisse être adopté comme ça, en conciliabule, avec un seul vote du Parlement européen. Non, pour moi, la décision en France, mais en Espagne, elle appartient à la représentation nationale de chacun de ces pays, qui n'est pas la même que la représentation européenne. Donc voilà, je suis pour qu'on reprenne la main sur ces questions-là.
Et puis il y a la question de fond qu'il faudra traiter. Je n'ai pas développé l'analyse, j'ai cité l'ordolibéralisme, et effectivement, je n'ai pas été plus loin, mais tu as noté que mon postulat, c'est qu'on arrive au moment d'une grave crise démocratique qui nous amène au bord du gouffre, tout droit. Mais cette crise, elle est due à quoi? Elle est due au fait que les gens ne croient plus dans leurs gouvernants. Pourquoi? Parce que ils sont dans un cadre, dans un carcan, les 3%, le fait qu'ils doivent d'abord faire valider leur budget avant de le présenter à leur propre représentation nationale, etc. Tout ça fait qu'on a une espèce de tutelle de fait qui, vous pouvez élire qui vous voulez, et finalement, mais ils s'y plient. Pas parce qu'ils veulent bien s'y plier, mais ils s'y plient. Et les gens ne croient plus à ces gens-là. Les gens ne croient plus aux gens qui sont aujourd'hui en responsabilité. Et ça fait qu'on a créé quelque chose qui était évoqué tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on perd l'un des échelons. Il y avait l'Union européenne, il y avait les cadres nationaux, il y avait les régions, derrière il y avait les départements, les intercommunalités et les communes. Vous avez bien vu que ce qui se passe à la base, c'est ce qui se passe au sommet. On est en train de tuer les communes par des transferts de compétences. On va se délester des départements pour créer des grandes régions qui elles-mêmes auront un lien direct avec l'Union européenne, pourquoi tu as raison, et qui elles-mêmes auront un lien direct avec l'Union européenne. En Catalogne, qu'est-ce qu'ils espéraient? Ils espéraient pouvoir quitter l'Espagne pour pouvoir dire on va directement se mettre sous la coupe européenne. Donc on voit bien qu'on casse, que le but est aussi de casser les cadres dans lesquels la souveraineté populaire peut s'exprimer, mais sauf que celles et ceux qui croient à ça ne savent pas à quel point ils seront perdants. Parce que toute la logique de l'Union européenne, c'est justement d'avoir des entités qui pourront diriger beaucoup plus facilement et qui auront beaucoup moins de capacité populaire à s'opposer. Voilà en quoi le lien entre réforme institutionnelle et réforme européenne et politique européenne se fait à mon sens, et c'est jamais que ce que nous subissons à l'échelle du continent, malheureusement depuis des années. Moi j'ai beaucoup travaillé sur la loi NOTRe, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, celle qui casse tout ce que je vous évoquais là d'un point de vue institutionnel. En travaillant là-dessus, je me suis aperçu que cette loi, c'était la même, exactement la même que celle qui a été appliquée en 2011 en Italie, c'est exactement la même que la loi Kallikratis qui a été appliquée en Grèce, de pays en pays. C'est les mêmes structures institutionnelles qui sont voulues par l'Union européenne parce qu'elles créent un fil direct en s'affranchissant des cadres qui pourraient répondre à ça. J'ai une question. Le taux d'abstention, mais je le disais tout à l'heure, je crois que les gens ne croient plus en leur pouvoir de décision. Et donc à partir du moment où ils ne croient plus, ils exercent une grève civique. Ils disent de toute façon, vous nous prenez pour des cons, quoi, pour le dire vite. Tout ça ne sert à rien. Si nous, on arrive à tenir un discours où on ne va pas aller promettre des merveilles sur ce qu'on pourra faire à Strasbourg, mais par contre, en disant aux gens, c'est le premier pas de la reconquête. Et après, vous pourrez, enfin, là et demain plus encore, vous pourrez décider, eh bien, peut-être qu'on va réussir à ramener, à recréer ce lien, cette confiance populaire, ce sens et ce goût démocratique. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui manque. On se demande quand même pourquoi on va voter. On va faire quoi? On va faire des votes pourris d'élection en élection. Enfin, on a été faire un vote de pantin au deuxième tour de l'élection présidentielle il y a de cela à peine un an. Donc, voilà, à un moment donné, peut-être que les gens ils veulent être considérés juste pour ce qu'ils sont, des citoyens, mais c'est déjà beaucoup, et apparemment c'est trop pour ceux qui nous dirigent. Moi j'étais très interpellée par ce que disait madame, je suis assez sensible à ça, sur le fait qu'il y a des territoires qui sont ignorés par choisis par la République, je ne parle même pas de l'Europe, je veux dire, il y a des territoires ruraux, de plus en plus de petites villes. Est-ce qu'il y aura un discours, une chose particulière dans la campagne? Est-ce que ça va être pris en compte? Parce que c'est des territoires, nous on habite à côté de Béthune, dans une petite ville, ça va être Beuvry, il y a à peine 15 000 habitants, je fais longtemps, 9 000, je vais dire... 117. 1517. 1517 peut-être. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui votent extrême droite. D'accord? C'est des gens, les gens ils se sentent abandonnés par les pouvoirs publics, ils se sentent abandonnés, et encore plus dans les campagnes, hein, parce que nous on n'est pas originaire, hein, ici on vient d'une région où les gens sont déjà partis. Oui, les Chinois c'est pas très loin de la Rajoie. C'est pas de la Rajoie, mais c'est plus au sud. Hein, mais ils m'ont même donné mon bac là-bas. Est-ce que c'est des réflexions qui vont, est-ce qu'il y aura des choses particulières, notamment dans l'explication du fait de l'éloignement des pouvoirs de décision par rapport aux citoyens?
Moi, je trouve que dans ce que tu disais, et dans les pratiques, on voit, vous voyez, le député européen, vous le connaissez. Je veux dire, comment ça fonctionne. Et je crois qu'il y a quelque chose de stratégique et en même temps de dénonciation. Une part d'éducation populaire si on veut que les gens nous entendent à quelque part. Tiens, il y avait... Vas-y. Je voudrais faire deux choses. D'une, répondre à Philippe, et ensuite te poser une question. Alors, pour répondre à Philippe, nous, on a eu la visite d'Adrien et d'Hugo sur le sujet, il n'y a pas longtemps, à Lille. Et, comment? D'accord. Donc, au niveau du scrutin européen prochain, contrairement à ce qui s'est passé la dernière fois, il n'y aura qu'une seule liste nationale. Ce qu'il nous a proposé, c'est de considérer que ce scrutin était un scrutin comme un référendum anti-Macron. Pour lui, c'était une façon d'amener les gens à voter aux élections européennes. On peut être d'accord ou pas, c'est ce qu'il a proposé. Et par contre, ma question, elle se situe, on va faire la politique fiction. Imaginons, en 2022, on arrive au pouvoir, on arrive à faire le plan A. Qu'est-ce qui advient de l'Europe après? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait un super État? Non, sur la dernière partie, je crois qu'on peut répondre à... Non, d'abord, je veux dire un mot sur ce que tu disais avant. Parce que la question qui était comment on va chercher les gens, voilà, moi je crois que ça c'est l'une des pistes. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir avoir plusieurs fers au feu. Moi j'en ai proposé un, le référendum anti-Macron en est un autre. La question de l'Europe de la paix est une question importante qui va devoir être l'un des thèmes. Sur les questions sociales et écologiques. Sur la question écologique, je crois qu'on a beaucoup de choses à dire, parce que pour le coup, on voit la limite que l'Union européenne actuelle pose en la matière. Bon, voilà. Bon, sur la question État fédéral, ça je crois qu'on peut répondre vite. Il n'existe pas, je n'ai pas trouvé, j'ai cherché, il n'existe pas de modèle d'État fédéral constitué une fois qu'il y a d'abord eu des États-nations qui ait jamais fonctionné. Je n'en connais pas. J'ai cherché, j'ai regardé. Il existe des États fédéraux qui existent, mais des États fédéraux qui existent parce qu'ils se sont créés avant, ou au moment même de la construction. Mais la construction d'un État fédéral a posteriori, ça n'existe pas. Donc, moi je ne crois pas qu'on pourra faire ça. Par contre, une construction européenne basée sur le pouvoir de décision des peuples, que nous on appelle une Europe des peuples en fait, tout simplement, ça on peut le construire. Et chacun accepte, décide de ce qu'il met en partage, avec la possibilité aussi, je le disais tout à l'heure, le peuple doit pouvoir décider de faire et défaire ce qu'il juge bon, et donc de reprendre aussi les choses. L'autre partie de ta question, avant ça, c'était, tu m'as dit à part État fédéral, qu'est-ce qu'on fait comment on transfère cette... Après, la question après du plan, il y a des possibilités, c'est-à-dire que soit on va au bout de la discussion, je l'ai dit et je le redis parce que je ne voudrais pas qu'on transige avec ça. Le postulat de base et la désobéissance sont traités immédiatement. Parce que sinon, nous n'aurons pas de rapport de force et nous ferons, comme les autres, toute France que nous sommes, sans rapport de force, nous passerons à la trappe et à la moulinette de l'Union européenne si nous ne ferons pas les conditions. Une fois qu'on a ça, eh ben, on discute, on met sur la table ce qu'on veut, selon le mandat. On voit où on arrive et on se retourne vers le peuple pour dire est-ce que ça me convient ou non. Oui, très bien, on avance. Et non, on assume le fait que ce soit non et on va discuter. Mais vous imaginez bien qu'avec une construction comme ça, les gens ne sont pas spectateurs des autres pays. Et donc, on va travailler avec celles et ceux qui seront disponibles et il y en aura. Et il y en aura. Je crois qu'il faut vraiment qu'on ait conscience que les phénomènes qui se produisent en histoire en général ne sont jamais des phénomènes isolés. Ce que nous connaissons aujourd'hui en France, on voit que c'est une vague qui est partie de l'Amérique latine, qui est passée par-dessus l'Afrique, qui traverse aujourd'hui l'Europe. Les problématiques qui se posent sous des formes différentes dans les différents pays, mais elles recoupent la même ligne de famille. Et donc la question qui nous est posée se pose aussi chez nos voisins. Et c'est aussi pour ça qu'on est dans une construction aujourd'hui, à travailler avec les copains qui sont dans le même camp du progressisme, de l'universalisme dans les autres pays. Quand on discute avec les copains de Podemos,
et qu'on prépare des choses avec eux pour les élections européennes, avec les compagnies Bloco d'Esquerda, avec les Italiens de Potere et d'autres. Enfin, c'est peut-être ça mieux, peut-être que Georges peut mieux l'expliquer que moi sur ces questions. Moi j'ai une question que je vais répondre. Si j'ai le droit à la parole, quelque chose, je vais être très rapide. Vous parliez d'État-nation. Il y a un monsieur qui lève la main aussi, monsieur aussi. Donc on va essayer d'être très court. Déjà j'ai perdu du temps en disant ça. Mais bon, c'est démocratique. Si on veut des États-nations, etc., bon, les États-Unis par exemple, les États fédéraux, etc., etc. Donc c'est ce que vous parliez au début du discours. Comment on va faire une Europe en État-nation? Putain, ma batterie qui est en panne aussi maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, vous donne le sang.